Notre invitée aujourd'hui s'appelle Claire Toury. Bonjour. Bonjour. Claire Toury, vous êtes entre autres présidente du mouvement associatif, qui est la représentation nationale des associations françaises. 700 000 associations, c'est près de la moitié des associations du pays. Vous êtes également sociologue, spécialiste des questions d'engagement. Votre thèse porte sur l'engagement étudiant dans un monde d'individualisation, une construction identitaire et des parcours politiques. On s'arrête là, parce qu'il y aurait de quoi dérouler beaucoup d'autres choses dans votre CV. La sociologue que vous êtes a-t-elle vu ces derniers mois, ces dernières semaines, où la configuration politique a été quelque peu chamboulée en France, un changement dans l'engagement, dans la prise de parole de la jeunesse sur les questions politiques? Moi, je dirais que l'engagement des jeunes, il bouge tout le temps. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Voilà, le propre de la jeunesse, c'est d'être une catégorie sociale mouvante par laquelle tout le monde passe, de laquelle tout le monde sort. Donc, par définition, c'est quelque chose qui est très, très en mouvement. Si je suis un peu caricatural, il y a 3 ères de l'engagement chez les jeunes. Il y a une première ère post-Seconde Guerre mondiale qui est, et d'ailleurs chez les jeunes et chez les gens, qui est très politique en fait, qui passe par l'adhésion à un parti politique, à une structure, qui est un engagement total, intense, tourné vers un grand soir qui adviendra peut-être un jour, qui est très collectif, qui est dans une ambition de transformation de la société. Dans les années 70, il y a ce qu'on appelle le tournant de l'individu, qui fait que l'individu s'émancipe de ses collectifs d'appartenance et puis veut être autre chose que ce qu'on l'a assigné à être dans sa communauté. Donc il s'émancipe, puis quelques temps après, fin de l'URSS, chute du mur de Berlin, fin des grandes idéologies et donc recomposition de l'engagement, avec un engagement qui n'est plus total, qui n'est plus intense, mais qui est réversible, pragmatique, qui est post-it en fait d'une certaine façon et qui ne passe plus par l'adhésion à une structure, un parti politique, un syndicat. Enfin, c'est un engagement qui est davantage tourné vers les causes. On veut voir les résultats concrets de son action, donc on s'engage là où c'est le plus épanouissant et le plus efficace. Ça, c'est la deuxième ère. Et moi, ce que j'observe depuis quelques années maintenant, et pas simplement dans le contexte actuel, c'est l'entrée dans une troisième ère de l'engagement, chez les très jeunes, notamment, génération Greta Thunberg. Et là, c'est les grandes causes. C'est de nouveau très politique. C'est assez systémique. On veut agir beaucoup plus fortement pour le climat, pour lutter contre la précarité, contre le patriarcat, pour la dignité dans l'accueil des migrants, vraiment c'est des grandes causes qui sont source d'une très grande indignation et d'une certaine façon on veut un grand soir, mais on le veut tout de suite parce qu'on n'a pas le temps d'attendre 20 ans, 30 ans ou 40 ans pour voir le monde changer et c'est vers cette transformation radicale de la société que cette jeunesse engagée se tourne et pour ça c'est de nouveau très collectif. Et là, récemment, quel mouvement en France pourrait incarner ça, pour incarner cette ère que vous décrivez? Il n'y a pas de mouvement politique qui incarne ça. En fait, ça c'est un peu partout, si vous voulez ça. Alors ça peut se retrouver. Cette caractéristique de l'engagement chez les jeunes, on peut la retrouver un peu partout. C'est vraiment ça qui est intéressant. Les ressorts sont pas les mêmes à chaque fois, donc certains sont plus progressistes, d'autres moins. Enfin voilà, ça dépend un peu des endroits où on va se trouver. Mais c'est pas un engagement qu'on retrouve en particulier dans un mouvement politique, si c'est ça votre question. Quelle place occupe, le mouvement associatif, les mouvements associatifs, l'adhésion associative dans l'engagement des jeunes, dans l'engagement politique des jeunes? Est-ce qu'on se tourne davantage vers des associations, vers des collectifs, plutôt que vers des partis? Alors, quand vous dites politique, vous voulez dire au sens large du terme? Oui, d'accord, parce que, ok. Alors, l'engagement associatif chez les jeunes n'arrête pas d'augmenter. La part du bénévolat chez les jeunes augmente de manière assez significative, puisque pour la première fois, la part des moins de 35 ans dans le bénévolat a dépassé celle des plus de 65 ans, ce qui est assez notable. Sauf que c'est un engagement qui n'est pas un engagement identique à celui des retraités, forcément. C'est un engagement qui est tourné vers des projets, vers une dynamique de transformation. Donc on voit que le modèle associatif a toujours le vent en poupe d'une certaine façon. C'est un modèle qui est très qui est très libre, qui permet au plus grand nombre de se retrouver. C'est un modèle qui dit pas grand-chose d'autre, si ce n'est qu'il faut être au moins 2 et qu'il faut avoir un objet défini. Donc c'est un espace de grande liberté, le modèle associatif. Et c'est pour ça qu'on a autant d'associations aujourd'hui en France et que 70 000 associations se créent chaque année. Donc en ça, c'est très intéressant et ça répond à cette aspiration de la jeunesse de prendre des responsabilités, d'être dans une approche pragmatique. Voilà, bon, mais encore quand je vous dis ça, c'est un peu tarte à la crème parce que la jeunesse ne veut rien dire, ce n'est qu'un mot, etc. Enfin, ça recouvre tout un tas de réalités différentes. Donc l'engagement associatif fonctionne, les collectifs aussi, mais souvent, ça devient des associations. L'engagement politique, c'est différent. Enfin, l'engagement politique traverse une phase un peu complexe, on va dire, mais ça, c'est pas, ça précède la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Est-ce que la place des syndicats étudiants de vraiment historiques est peut-être en train de se faire un tout petit peu éclipser par certaines associations ou collectifs chez les jeunes personnes engagées ? Mais ça a toujours été comme ça. Enfin, franchement, vous regardez l'histoire de l'UNEF. C'est intéressant. Vous regardez l'histoire des mouvements étudiants et donc l'histoire de l'UNEF. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui part de l'UNEF. C'est intéressant. Hein. Donc, soit il y a des scissions, soit il y a des recompositions, soit il y a des créations. Depuis toujours. Par exemple, là récemment, quel exemple vous pouvez nous citer ? Récemment, je ne sais pas. Mais la FAGE, ça part d'une scission avec l'UNEF. La FAGE qui est une organisation étudiante, une organisation syndicale étudiante. Animafac, c'est pas... Alors moi, je viens de ce réseau-là, historiquement, c'est pas une organisation c'est pas une scission de l'UNEF, mais c'est des anciens de l'UNEF qui ont créé un collectif associatif qui n'a pas vocation à se présenter à des élections. Donc finalement, je suis pas certaine que la période qu'on soit en train de vivre aujourd'hui soit de ce point de vue-là singulière. C'est assez classique en fait. Il y a des mouvements, des recompositions selon les évolutions du paysage politique aussi. Le mouvement étudiant et le mouvement politique sont pas les mêmes. Il y a une forme d'étanchéité qui existe, mais c'est pas une étanchéité, il y a des frontières qui existent, mais ça reste quand même poreux, forcément. Et le mouvement étudiant, les jeunes sont à l'image de la société. Donc, quand certains mouvements politiques prennent de l'ampleur dans la société, ils prennent aussi de l'ampleur chez les plus jeunes. Et voilà, de ce point de vue-là, je suis pas certaine qu'il y ait quelque chose de très singulier. Et donc justement, quels intérêts, quelles sont les principales causes qui sont portées par les associations de jeunesse, par les mouvements incarnés par des jeunes actuellement, puisqu'ils sont à l'image de la société ? Alors ça va dépendre des mouvements, c'est toujours pareil, mais les grandes causes, c'est celles que je vous citais un peu plus tôt. Donc il y a la question des problématiques de santé mentale, qu'on a beaucoup vu apparaître après le Covid, pendant le Covid. Et après, il y a la question de la lutte contre la précarité, la grande précarité. On a vu que les jeunes et les étudiants étaient des publics très précaires. Et alors, c'est pas des surprises. C'est pas une surprise, mais là, ça s'est révélé. La question climatique, évidemment. La question de la lutte contre le patriarcat, de manière très vive, le féminisme, la dignité dans l'accueil des migrants, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Voilà, l'indépendance des médias, ça va dépendre des mouvements, et c'est très divers aussi, c'est à l'image de la société encore une fois. Mais je dirais que c'est vraiment des mouvements tournés vers des grandes causes. Mais ces grandes causes-là, elles ont une certaine teinte, une certaine couleur politique. Je ne dirais pas ça. Non, vous ne pensez pas ? En fait, je dirais peut-être, mais je ne suis pas certaine que tous les mouvements de jeunesse soient tous de gauche, si c'est ça votre question. C'est pas si simple, en fait. Voilà. C'est-à-dire que ces causes-là, elles peuvent aussi être portées par des mouvements de jeunesse de droite ? Je ne suis pas sûre que ça veut dire grand-chose. Ça dépend. La question climatique, ça concerne tout le monde. Et je ne suis pas sûre que les organisations qui se mobilisent là-dessus, les associations en tout cas qui le font, nous, on est à partisans. Et on revendique le fait d'être à partisans. On est des organisations politiques, au sens où on a notre mot à dire, on défend un certain nombre de choses, on se mobilise très fortement contre le Rassemblement national et contre les idées d'extrême droite. Je parle du mouvement associatif, là, qui n'est pas une organisation de jeunesse. Après, on est une organisation apartisane, dans le sens où on ne défend pas un parti plutôt qu'un autre. On défend des grandes causes, des valeurs, on défend une certaine conception de la liberté associative, une certaine conception de la justice sociale, une certaine conception des rapports d'équilibre des pouvoirs, de la démocratie, de la lutte contre les inégalités, etc. Mais à aucun moment, je vais vous dire qu'on défend un parti plutôt qu'un autre. Et ces causes que vous citiez, qui sont défendues, en tout cas incarnées par les grands mouvements, les grands collectifs, en tout cas les grands rassemblements de jeunesse, est-ce qu'elles sont en adéquation avec peut-être des mouvements incarnés par des personnes plus âgées ? Est-ce qu'il n'y a pas une scission en termes d'idées portées par le tissu associatif ? Alors, il y a quelque chose qui se joue sur l'intersectionnalité, par exemple, où il y a des différences assez notables. Par contre, sur la question climatique, il n'y a pas vraiment de différence générationnelle. Il y a des différences intragénérationnelles. Donc là, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Mais la question générationnelle, assez peu. Après, il y a des approches différentes, il y a des méthodes différentes, il y a des modes d'action différents. Et puis, vraiment, j'insiste là-dessus pour celles et ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas les jeunes sont super efficaces et vertueux et les vieux sont super ringards. Et voilà, tout ça est beaucoup plus complexe. La jeunesse, ce n'est pas un tout uniforme. Il y a des réalités très différentes derrière. Les jeunesses, quand on parle de la jeunesse étudiante et de la jeunesse qui ne l'est pas, c'est pas pareil. La jeunesse des villes, la jeunesse des campagnes. Il y a tout un tas de réalités qui sont très différentes. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et c'est vrai aussi pour les plus âgés. Ce qui est intéressant dans l'approche
de celles et ceux qui s'engagent chez les jeunes, c'est une approche qui est très systémique. Et en ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas la transition écologique sans penser la justice sociale. Ils ne pensent pas à la transition écologique sans penser égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Et je vous donne quelques exemples comme ça. Mais ça, c'est intéressant et c'est une leçon pour les plus âgés parce qu'on a quand même beaucoup fonctionné en silo pendant longtemps. On était concentrés sur nos causes. Et parce que ça nous semblait être le plus efficace. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas. Si on veut transformer la société, si on veut une société différente, plus juste, et c'est ce pourquoi on se mobilise, chacun à notre échelle et chacun sur nos sujets, il faut quand même qu'on s'articule et qu'on articule les causes. Et moi, j'ai écrit un bouquin qui est sorti l'année dernière. Et alors, bon, c'est pas ça le titre, mais j'aurais bien aimé l'intituler « Collectiviser les causes ». Parce que justement, ce que les jeunes engagés nous disent, c'est qu'on n'arrivera pas à changer profondément le monde si on n'articule pas les combats les uns avec les autres. Et en ça, c'est très, très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une approche plus politique, au sens de politique, au sens de vie de la cité. Mais cette leçon-là dont vous parlez, que vous êtes à même d'entendre, est-ce que vous pensez que d'autres générations plus âgées, plus engagées, veulent bien l'entendre et l'apprendre, cette leçon ? En tout cas, j'espère. Moi, ce que je dis dans mon bouquin dont je vous parle aux plus anciens, aux plus âgés, qui ne sont pas si anciens que ça d'ailleurs, mais aux plus âgés, ce que je leur dis, c'est ça ne va pas passer. Ce que cette jeunesse engagée nous dit, ça ne va pas passer avec le temps. Ce n'est pas un effet d'âge, c'est un effet de génération qui va sans doute continuer dans les générations qui vont suivre. C'est une nouvelle manière de s'engager, c'est une nouvelle ère de l'engagement. Et en ça, prenons ce qu'ils ont à nous dire, parce que c'est enthousiasmant, c'est positif, c'est systémique, ça donne de l'espoir. Ça, c'est un truc que je dis aux plus âgés. Ce que je dis aux plus jeunes, c'est attendez les amis, si vous voulez changer radicalement la société, il faut savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. La radicalité, c'est prendre les choses à la racine. Et donc la racine, c'est des décisions. C'est le fruit d'une histoire. Et donc ces décisions, elles ont été prises pour certaines raisons à un moment. Et pour comprendre ça, ça passe par du dialogue entre générations. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est ce que je leur dis. Et ce que je leur dis aussi, c'est que ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est quand... toute chose égale par ailleurs, mais ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est quand on n'a pas de débouché politique. C'est quand on s'engage, qu'on se mobilise et qu'il ne se passe rien. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus difficiles, je trouve. Et donc, ce que je dis à ces très jeunes, c'est les institutions plus classiques, les organisations plus classiques mettent plus de temps. Elles sont plus lentes parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut négocier, parce qu'il faut construire des compromis. Mais une fois que vous les avez convaincus, c'est une force de frappe qui est considérable. C'est ce qu'on appelle des corps intermédiaires. C'est la société civile organisée. Et les débouchés politiques, pour que vous les trouviez, ce sera plus efficace si vous arrivez à associer largement les générations avec vous. Donc, moi, mon message, c'est pas très compliqué, mais c'est en gros, il y a trop de choses à faire pour opposer les générations. Ça ne marchera pas comme ça. On a besoin d'apprendre les unes des autres. Après, j'ai bien conscience que la jeunesse d'aujourd'hui, elle vit quand même une période qui est très compliquée. Et c'est une chose de vieillir dans un monde en crise, c'en est une autre de grandir dans un monde en crise. Quel rôle d'ailleurs jouent les réseaux sociaux dans la construction identitaire, dans la construction politique et militante de la jeunesse ? Est-ce qu'ils ont un poids particulier ou est-ce qu'on leur prête parfois un poids qui n'est pas si immense que ça ? Je suis toujours un peu embêtée avec cette question parce que je ne pourrais pas vous répondre de façon catégorique et j'imagine qu'il y a tout un tas de nuances à ce que je vais vous dire. Moi, il me semble qu'on leur prête un pouvoir bien plus grand que celui qu'ils n'ont. Après, quand je vous dis ça, je sais que des fans de K-pop ont réussi à bloquer un meeting de Trump. Donc j'ai bien conscience qu'il y a des choses très puissantes qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Des choses plus problématiques d'ailleurs, ça dépend de quel point de vue on se place et puis ça dépend de quoi on parle. Après, je suis pas sûre que ce soit vraiment là que tout se joue. Pour moi, c'est un médium. Voilà, on passe des messages, c'est un canal qui est très efficace à certains moments, qui permet de trouver un écho qu'on ne trouve pas autrement. Mais je ne sais pas si c'est si structurant que ça. Mais je suis toujours très embêtée avec cette question. Est-ce que ça incite peut-être à un engagement hors réseau ? Est-ce que ça peut permettre à certains jeunes de se trouver une affiliation, des sujets, un terrain politique sur lequel ils ont envie de travailler, qui ensuite peut donner lieu à un investissement hors réseaux sociaux, dans la vraie vie, ou est-ce qu'au contraire, peut-être ça peut segmenter et mener à un investissement qui est uniquement
en ligne ? Décorréler du terrain l'investissement politique ou... Sans doute, oui. Sans doute que les deux sont possibles. Est-ce que les deux sont signifiants ? J'en sais rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors ça commence à dater un peu, mais en 2016, quand il y a eu la loi travail et qu'il y a eu Nuit debout. C'est intéressant, Nuit debout, parce que ça nous dit deux choses, ce mouvement. Enfin, ça nous dit plein de choses, mais il y a deux choses notamment intéressantes. C'est que c'est un mouvement qui part quand même d'influenceurs. Donc, ça part des réseaux. Et ça, c'est très, très puissant. Donc, c'est les réseaux qui impulsent un mouvement qu'on a connu. Mais qui s'incarne comment ? Qui s'incarne par le fait d'occuper des places. Ce qui est hyper local, hyper concret. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'opposer le local et le physique et le numérique, le local ou le global. On voit bien qu'en fait, les choses, elles s'articulent. Et qu'on a besoin, à la fois de canaux qui permettent à des mouvements de prendre beaucoup d'ampleur, et les réseaux sociaux en ça sont assez puissants, et en même temps, on a aussi besoin de se retrouver sur des places à 5, 6, 100, 500, parce qu'il y a des choses qui se jouent de cette façon-là. Donc, je sais pas vous répondre mieux que ça. Je sais pas s'il y a quelque chose de signifiant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas diaboliser, les réseaux sociaux. Je pense que c'est trop facile de dire... ils s'engagent sur Internet, c'est pas un vrai engagement, etc., parce que, voilà, c'est pas vrai, en fait, on dit des choses. L'engagement, c'est exprimé par des mots ou par des actes. Donc, par des mots ou par des actes, voilà, ça dit ça. Et en même temps, je suis pas certaine que tout se passe sur les réseaux sociaux. En termes d'éducation politique, il y a quand même certaines personnes qui ne sont au courant, qui ne s'informent politiquement que grâce à des influenceurs politiques. Ouais, et alors ? Qui sont très parfois teintées politiquement, des personnes qui ne découvrent des personnalités que grâce à leur compte TikTok, qui pensent que Jordan Bardella n'est qu'un fan de Jul. Ouais, il y a de l'éducation aux médias à faire, voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas quand même trouver de l'information ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc le sujet n'est pas les réseaux sociaux, le sujet c'est l'information unique. Mais c'est pareil en fait dans la vraie vie, c'est pareil en dehors des réseaux sociaux. Si vous consommez un seul média et que ce média est hyper connoté, teinté ou biaisé, etc., l'effet sera le même. Oui, donc finalement, les réseaux ne sont qu'un miroir de la société. Franchement, je ne sais pas vous répondre mieux que ça sur cette question. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien qui se passait. C'est hyper puissant, les réseaux sociaux. Après, je ne suis pas sûre que... Je pense que ça exacerbe tout un tas de choses qu'on trouve dans la société, sans doute. Et ça facilite aussi. Il y a des trucs positifs, hein. Franchement, encore une fois, il ne faut pas les stigmatiser. Mais il n'y a pas des choses sur les réseaux sociaux et des choses en dehors. C'est pas étanche. J'aimerais terminer sur un petit point pédago, parce que vous avez été présidente de la Convention citoyenne sur la fin de vie. C'est quoi déjà une convention citoyenne ? Alors, une convention citoyenne, c'est une assemblée de citoyens. Donc, ça réunit des citoyens tirés au sort qui sont représentatifs de la diversité de la population française. Donc, ça dépend de la France, en gros, et c'est à peu près à l'image. Et qui se réunissent pendant plusieurs mois, plusieurs week-ends, plusieurs jours, pour travailler sur un sujet qui est bien précis. Donc, aujourd'hui, nationalement, en France, il y en a eu 2. Il y a eu une convention citoyenne sur le climat, qui a été organisée après les Gilets jaunes. Voilà. Et il y a une convention citoyenne sur la fin de vie qui a été organisée par le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental. Auquel vous siégez. Dont je suis membre, absolument. Quand est-ce qu'on a commencé ? En décembre 2022. Et donc cette convention, elle a réuni 184 citoyens tirés au sort qui ont été chargés de répondre à la question suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? Et donc, ils ont travaillé pendant 4 mois, 9 week-ends, 27 jours, à la construction d'une réponse. Et donc, c'est une réponse qui est intéressante parce qu'il y a la fin de vie, il y a des choses qui sont assez consensuelles. Développer les soins palliatifs, améliorer la formation, l'information, investir dans la recherche. Il y a des choses qui sont consensuelles. Et puis, il y a quelque chose qui l'est beaucoup moins, qui est la question de l'aide active à mourir. Et donc, c'est un sujet qui a été beaucoup débattu, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On n'est pas juste pour ou contre. En fait, ça recouvre des réalités différentes, des modalités différentes. Et donc, ces citoyens tirés au sort ont été chargés de produire une réponse majoritaire, claire,
C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils se sont prononcés en faveur de l'aide active à mourir. Mais ils ont aussi montré que c'était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc, ils ont produit un nuancier d'opinion. Et ils ont montré que on pouvait être pour à certaines conditions, être contre à certaines conditions. Et que voilà, ça recouvre tout un tas de réalités qui sont complexes et qu'il faut qu'on prenne en compte. Et c'est intéressant dans le moment politique qu'on est en train de vivre. Parce que ça veut dire que quand on veut, on peut construire des compromis. Et alors, c'est pas facile. Ça, c'est certain. C'est même très, très difficile. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Mais moi, ce que j'ai beaucoup dit et ce que je continuerai à dire, c'est que notre démocratie, elle impose de beaucoup, beaucoup travailler. Et donc, ce format de convention citoyenne, est-ce que vous pensez que ça représente, que ça correspond davantage à certaines demandes de la jeunesse en termes de représentativité, en termes de vision de la vie démocratique ? J'en sais rien. En fait, moi, mon avis à moi, c'est que on ne peut pas faire sans démocratie représentative. Qu'à un moment, enfin en tout cas ça c'est ma conviction, je la défends, la démocratie représentative, il y a des institutions, il y a des élus de la République et ils ont une légitimité. Après, ce que je constate et ce en quoi je crois, c'est que c'est une démocratie représentative qui ne va pas très bien, pour être gentil, qui est traversée par un certain nombre de crises et qu'elle ne s'en sortira pas toute seule. Et que la légitimité, elle n'est pas qu'entre les mains de celles et ceux qui ont été élus. La légitimité, elle est à d'autres endroits. Et qu'il y a des moments, sur certains sujets, où il faut faire appel à d'autres personnes pour réussir à construire des réponses au niveau. Merci beaucoup Claire Toury. Je rappelle que vous êtes sociologue, présidente du mouvement associatif La représentation nationale des associations françaises. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Move.